Bonjour Aurélien. Salut Didier. Nous sommes dans la petite galerie du Bel Ordinaire où tu es en train d'effectuer le montage de ton exposition Bâtons et élastiques qui sera présentée donc au public le soir du vernissage le 19 septembre qui arrive. Les productions que tu as réalisées au fil des années, tout format et médium confondus, portent les noms de Tampon Chantier, Tampon Ville, Cabane, Briques et Parpaings ou encore Pièces montées. La construction et le jeu semblent donc être un fil conducteur dans ton travail. Peux-tu nous expliquer pourquoi ces notions sont si importantes pour toi et pourquoi elles t'animent dans la durée de manière presque obsessionnelle et compulsive? Au début, en fait, pour moi, l'enjeu, il est plus dans mon rapport personnel à la création, qui est peut-être de créer des conditions idéales de création, en fait. Un environnement idéal pour créer. Et là, c'est là que le jeu, ou plutôt l'outil, intervient, en fait. C'est un moment, si j'arrive à me créer plein d'éléments, comme une sorte de langage qu'après je vais pouvoir rassembler et du coup je vais pouvoir faire des images ou des volumes comme on pourrait jouer au Lego en fait. C'est de l'ordre du jeu après. Tout est en place et il ne reste plus qu'à jouer. Après dans cette démarche-là, un des trucs qui m'est apparu plutôt essentiel, c'était que c'était l'objet, l'outil qui était plus important que le résultat. Et que c'était plutôt ça que j'avais envie de partager avec d'autres personnes que le résultat en fait. Donc souvent le processus il fonctionne comme ça en gros. Je vais me fabriquer un outil qui va me permettre de représenter un sujet qui va m'intéresser ou autre. Et après c'est l'outil qui est mis à disposition du public et qui va me servir à moi. Donc parfois il y a des outils qui me servent qu'à moi, parfois il y a des outils que je partage. Après, tout peut fonctionner comme ça, en fait, du dessin, ça devient de l'assemblage. Le système modulaire, en fait, permet d'assembler des formes ou des volumes. On peut faire un parallèle aussi peut-être avec la typographie, où en gros, il y a une sorte de travail de l'ombre du typographe qui va dessiner un caractère, qui va lui donner une identité. Et après, c'est laissé en libre service à d'autres personnes qui vont en faire ce qu'ils veulent. Mais au final, il y aura une identité qui aura été liée à cet outil de départ. Après, c'est infini en fait. Le terrain de jeu, il est infini. C'est là que c'est là que moi j'y trouve du plaisir en fait. Oui. Je retrouve un plaisir que j'ai pu avoir enfant à jouer, à me raconter des histoires avec des Lego autres, du mécano, des Capla, les jeux Jura, des trucs comme ça, quoi. Il y a toute cette histoire de enfant dans ce rapport au jeu, de la mise en scène en fait, de préparer un terrain de jeu. Tu vois, tu joues à n'importe quoi, en forêt ou ailleurs, ou dans ta piole, ou avec des Lego ou autres, des Playmobil, tu construis un environnement qui va raconter des histoires, qui va être support à se raconter des histoires. Et c'est cette préparation-là qui est super. Et c'est un truc que j'aime quand je vais dans la chambre de mes gamins, où il y a des restes de jeux, et tu vois plein de personnages alignés, un début de cabane, tu vois qu'il y a des zones qui ont été délimitées. Alors, je suis plus témoin du jeu, mais la trace qui reste raconte quelque chose. On voit qu'il y a une histoire en fait qui s'est passée, quoi. Le parallèle aussi peut être fait. Là, on parle par exemple, bâton élastique. Dans les trucs que j'ai pu observer, les adultes, souvent, on essaye de construire de manière très organisée, très cartésienne, de monter tout ça. Et en fait, tu regardes parfois les constructions des gamins, et il y a juste quelques bâtonnets alignés, 2-3 trucs. Ça peut être hyper minimaliste ou très bordélique ou autre, mais tu vois qu'il y a un embryon d'histoire, en fait.
tu perçois en fait que la personne ou l'enfant s'est raconté quelque chose. Et cette histoire, elle existe là-dedans, quoi. Tes propositions génératrices de formes modulaires invitent également très souvent chacun à s'en emparer. La part du spectateur a donc toute son importance dans ton travail. Pourquoi est-il important pour toi de laisser cette place au public ? Alors déjà, si dès le départ, l'objet de la création, c'est l'outil, il est là pour servir en fait, autant que d'autres s'en emparent. Après, le rapport au public, il a varié dans le temps. Je pense qu'à un moment, j'ai dû apprendre à laisser ces outils, à laisser le spectateur ou l'utilisateur en faire autre chose que ce que j'avais peut-être imaginé en fait. Là, il y a eu un petit gap à passer à un moment. Mais en gros, et je pense que ça peut être le même rapport qu'avec n'importe quelle œuvre, une fois qu'elle est mise à disposition du public ou au regard du public, on n'en est plus les propriétaires. Parfois, il y a des surprises qui peuvent être un peu surprenantes ou désagréables, ou quand il y a des systèmes de construction et où du coup le truc le plus excitant c'est de le casser. Voilà, parfois ça peut être un peu déconcertant, mais après il y a généralement les surprises elles sont plutôt super, quoi. Elles sont plutôt chouettes. Et moi j'ai tendance en gros, une fois que j'ai fait le jeu, en gros je m'en occupe plus. Par exemple, j'aime pas trop faire des ateliers avec des enfants. J'aime pas trop accompagner. Voilà, tu parles du rapport avec du public. J'ai plutôt tendance à préférer, par exemple, plutôt que d'un rapport de maître à élève, ou voilà, en gros, dans un atelier, moi, je sais pas comment réagir aux constructions. J'ai du mal à diriger, en fait. Je préfère, en fait, faire à côté. Tu préfères faire une proposition, la mettre à disposition, et ensuite Je propose un outil. Les autres prennent le relais. Voilà, ils s'en emparent ou pas. Mais il y a ce rapport que tu peux retrouver en école d'art, par exemple, où en fait, c'est pas, on met du matériel et des moyens à ta disposition pour faire ce que tu as envie de faire. Moi, j'ai grandi, mes parents étaient artisans, avec un atelier qui était accolé à la maison. J'ai passé une grande partie de mon enfance à avoir des coins de bricolage. Et c'est une des choses que j'apprécie aussi beaucoup dans ces dispositifs, c'est cette possibilité en fait de faire à côté. Que par exemple les adultes ne soient pas spécialement en position de maître ou autre par rapport aux enfants, mais puissent aussi construire de leur côté et les gamins construisent de leur côté aussi. C'est un peu chelou, ça. Pas du tout, ça évoque complètement ce que tu évoquais, où tu pouvais travailler dans un environnement familier, où les adultes te laissaient, à côté d'eux, mais te laissaient faire ce que tu voulais. Oui, effectivement, c'est un peu comme ça que j'ai grandi. Mes parents étaient artisans, il y avait un atelier à côté de la maison, et j'ai toujours eu des coins de bricolage dans cet atelier, et personne ne venait me dire quelle activité faire ou quoi. Je prenais le matériel ou éventuellement les savoirs qui étaient autour de moi et à ma disposition pour faire ce que j'avais envie de faire, quoi. Voilà. Ça me fait penser aux écoles Reggio Emilia en Italie, là, ces écoles d'après-guerre, où toute l'école était tournée autour de l'atelier d'un artiste et les enfants pouvaient venir à leur guise dans cet atelier, se servir du matériel pour créer, pour faire des choses, faire les trucs qui les intéressaient. Et en fait, du coup, c'est dans les besoins que vient l'apprentissage. Un exemple, on ne va pas apprendre j'en sais rien, à planter un clou si on n'a pas besoin d'assembler 2 planches parce qu'on a envie de faire une cabane ou un jeu ou quelque chose. Mais quand ce besoin vient, du coup, ça fait partie du jeu. Et l'apprentissage vient avec, en fait. Ce lien avec le public, où à un moment donné, tu acceptes que ton œuvre ne t'appartienne plus et que le public en dispose, c'est pas d'aujourd'hui.
Ça aussi, c'est récurrent dans ta démarche. Oui, en fait, c'est dès le moment où j'ai commencé à travailler avec ces outils, ces systèmes modulaires, et où l'outil m'est paru plus important que que le résultat qui était produit. C'est depuis ce moment-là que c'est systématiquement ou très souvent mis à disposition du public. Mmh. Voilà. Alors, parfois, il y a des outils que je me fabrique qui sont juste pour moi, parfois dont je me sers, parfois dont je ne me sers jamais, en fait. Où l'outil existe juste en tant que tel et suffit à raconter une histoire, en fait. Quand le sujet est chouette et que je m'amuse avec un sujet ou un truc à raconter, en fait, ça se ressent du coup dans le projet. Parce qu'il va toucher un panel très large, en fait, de supports ou médiums. Voilà. Parfois, il y a des projets qui s'arrêtent juste à une version en volume ou en 2 dimensions, un truc en dessin, un bouquin. Et puis parfois, il y a des trucs qui arrivent à devenir un peu tentaculaires, quoi. Et dans la progression des projets, en fait, souvent, je remarque que je fonctionne pas mal sur le modèle de l'épuisement. Tant qu'il y a encore des facettes à explorer, j'y vais, en fait. Et alors, comment l'exposition bâton et élastique s'inscrit-elle dans ta démarche de création? C'est une continuité souvent. Je vois tous les projets, généralement, ils s'emboîtent les uns dans les autres. Souvent, c'est le résultat d'un projet qui amène le suivant. Ou des petites parenthèses entre 2 projets qui vont après se développer. Tu vois, par exemple, Cabane, qui était un jeu de construction, un livre, ça vient du projet précédent qui était Tamponville. Donc Tamponville, c'était un alphabet de forme en tampon qui représentait des morceaux de façade, des éléments architecturaux. Et en assemblant et en cumulant ces tampons, on pouvait dessiner de la ville. Dans la première version, qui était une version d'exposition, où les tampons étaient à disposition du public, pour occuper l'espace, on avait disposé des cartons où étaient imprimées des façades et le public pouvait s'en emparer pour faire construire de la ville, donc en 3 dimensions. Et là, il se trouve qu'il y a des petits rigolos qui se sont amusés à faire des cabanes. Voilà. Donc après, il y a eu un changement d'échelle, le carton est devenu brique, et ça a donné lieu aux cabanes. Bâton élastique, au départ, c'est un de mes enfants qui joue dans mon atelier, avec des petits bâtonnets qui traînent et des élastiques. À un moment, il a du mal à les assembler. Je trouve ce système d'assemblage. Puis un peu plus tard, sur une proposition de la Fondation Cartier pour un atelier, ça rebondissait bien avec l'expo qui était en cours, qui était le sujet de l'atelier, une exposition de Ishigami. Donc voilà, ça a été un atelier, une première version comme ça, et puis après j'ai voulu le développer de manière un peu plus grande, quoi. Et bâton élastique, qui vient d'ailleurs, Ouais. qui est une évolution, une continuité-évolution, est-ce qu'elle peut s'exporter et être à nouveau réactivée ailleurs? Ah oui. Les 30 000 bâtonnets, les élastiques seront toujours là à la fin de l'exposition. Ils pourront être réutilisés. Les grands tasseaux, une bonne partie de l'exposition aussi, oui. On peut imaginer qu'elles puissent exister ailleurs. Ouais. Et puis sinon, bonne construction. Merci beaucoup.